Épicure a-t-il raison de blâmer dans une de ses lettres ceux qui disent que le sage se suffit à lui-même et partant n'a pas besoin d'amis? Voilà ce que tu veux savoir. Épicure s'attaquait à Stilpon et à ceux qui voient le bien suprême dans une âme qui ne souffre de rien. L'ambiguïté est inévitable si nous voulons rendre apatheia par un seul mot précis et mettre impatentiam, car on pourra comprendre le contraire de ce que nous donnons à entendre. Nous voulons désigner l'homme qui repousse tout sentiment du mal, et on l'entendrait de celui pour qui tout mal est insupportable. Vois donc s'il n'est pas mieux de dire une âme invulnérable ou une âme placée en dehors de toute souffrance. Voici en quoi nous différons des Magariques. Notre sage est invincible à toutes les disgrâces, mais il n'y est pas insensible, le leur ne les sent même pas. Le point commun entre eux et nous, c'est que le sage se suffit. Toutefois, il désire en outre les douceurs de l'amitié, du voisinage, du même toit, bien qu'il trouve en soi assez de ressources. Il se suffit si bien à lui-même que souvent une partie de lui-même lui suffit s'il perd une main par la maladie ou sous le fer de l'ennemi. Qu'un accident le prive d'un œil, il est satisfait de ce qui lui reste. Mutilé, retrancher ses membres, il demeurera aussi serein que quand il les avait intacts. Les choses qui lui manquent, il ne les regrette pas. Mais il préfère ne pas en être privé. Si le sage se suffit, ce n'est pas qu'il ne veuille point d'amis, c'est qu'il sait s'en passer. Et quand je dis qu'il le peut, j'entends qu'il en souffre patiemment la perte. Il ne sera jamais sans un ami, il est maître de le remplacer sitôt qu'il le veut. Comme Phidias, s'il perd une statue, en aura bientôt fait une autre. Ainsi, le sage, ce grand artiste en amitié, trouve à remplir la place vacante. Comment, dis-tu? Peut-il faire si vite un ami? Je te le dirai si tu veux bien dès à présent que je paie ma dette, et que pour cette lettre, nous soyons quittes. Hécaton a dit, « Voici une recette pour se faire aimer sans drogue, ni herbe, ni parole magique de sorcière. Aimez, on vous aimera. » Ce qu'il y a de différence pour l'agriculteur entre moissonner et semer, existe entre tel qui s'est fait un ami et tel qui s'en fait un. Le philosophe Attal disait souvent, « Il est plus doux de faire que d'avoir un ami, comme l'artiste jouit plus à peindre son tableau que l'avoir peint. » Occupé qu'il est à son œuvre avec tant de sollicitude que d'attrait pour lui dans cette occupation même, l'enchantement n'est plus si vif quand, l'œuvre finie, sa main a quitté la toile. Alors il jouit du fruit de son art. Il jouissait de l'art même lorsqu'il tenait le pinceau. Dans nos enfants, l'adolescence porte plus de fruits, mais leurs premiers ans charment davantage. Le sage, bien qu'il se suffise, n'en désire pas moins un ami. Ne fût-ce que pour exercer l'amitié, qu'une si belle vertu ne reste pas sans culture, et non, comme Épicure le dit dans sa lettre, pour avoir qui veille à son lit de douleur, qui le secourt dans les fers ou dans le besoin, mais un homme qui malade soit assisté par lui, et qui, enveloppé d'ennemis, soit sauvé par lui de leurs fers. Ne voir que soi, n'embrasser l'amitié que pour soi, méchant calcul, elle finira comme elle a commencé. On a voulu s'assurer d'un auxiliaire contre la captivité, mais au premier bruit des chaînes, plus d'amis. Ce sont amitiés du moment, comme dit le peuple. Choisis dans votre intérêt, je vous plais, tant que je vous sers. De là, cette foule d'amis autour de fortunes florissantes, abattues. Quelle solitude. Les amis fuient les lieux d'épreuve. De là tant de ces déloyaux exemples, de ces lâchetés qui vous abandonnent, de ces lâchetés qui vous trahissent. Il faut bien que le début et le dénouement se répondent. Qui s'est fait ami par intérêt sera séduit par quelques avantages contraires à cette amitié si, en elle, une autre chose qu'elle a tirée. Pourquoi est-ce que je prends un ami? Afin d'avoir de quoi mourir, d'avoir de quoi suivre en exil, de qui sauver les jours, s'il le faut, aux dépens des miens. Cette autre union que tu me dépeins est un trafic, ce n'est pas de l'amitié. Un profit l'appelle, il y va. Le gain à faire, voilà son but. Nul doute qu'il y ait quelque ressemblance avec cette vertu et l'affection des amants. L'amour peut se définir la folie de l'amitié. Eh bien, éprouve-t-on jamais cette folie dans un but de lucre, par ambition, par vanité? C'est par son propre feu que l'amour, insoucieux de tout le reste, embrase les âmes pour la beauté physique, non sans espoir d'une mutuelle tendresse. Et quoi?
Un principe plus noble produirait-il une affection honteuse? Il ne s'agit pas ici, dis-tu, de savoir si l'amitié est à rechercher pour elle-même ou dans quelque autre vue. Si c'est pour elle-même, celui-là peut s'approcher d'elle qui trouve son contentement en soi. Et de quelle manière s'en approche-t-il? Comme de la plus belle des vertus, sans que le lucre le séduise ou que les vicissitudes de fortune l'épouvantent. On dégrade cette majestueuse amitié quand on ne veut d'elle que ses bonnes chances. Cette maxime, le sage se suffit, est mésinterprétée, cher Lucilius, par la plupart des hommes. Il repousse de partout le sage et l'emprisonne dans son unique individu. Or, il faut bien pénétrer le sens et la portée de ce que cette maxime promet. Le sage se suffit quant au bonheur de la vie, mais non quant à la vie elle-même. Celle-ci a de nombreux besoins. Il ne faut pour le bonheur qu'un esprit sain, élevé et contenteur de la fortune. Je veux te faire part encore d'une distinction de Chrysippe. Le sage, dit-il, ne manque de rien. Et pourtant beaucoup de choses lui sont nécessaires. Rien au contraire n'est nécessaire à l'insensé, qui ne sait faire emploi de rien, et tout lui manque. Le sage a besoin de mains, d'yeux, de 1000 choses d'un usage journalier et indispensable, mais rien ne lui fait faute. Autrement, il serait esclave de la nécessité. Or, il n'y a pas de nécessité pour le sage. Voilà comment, bien qu'il se suffise, il faut au sage des amis. Il les souhaite les plus nombreux possibles, mais ce n'est pas pour vivre heureusement. Il sera heureux même sans amis. Le vrai bonheur ne cherche pas à l'extérieur ces éléments. C'est en nous que nous le cultivons. C'est de lui-même qu'il sort tout entier. On tombe à la merci de la fortune dès qu'on cherche au dehors quelque part de soi. Quelle sera cependant l'existence du sage sans amis, abandonné, plongé dans les cachots, ou laissé seul au peuple barbare, ou retenu sur les mers par une longue traversée, ou exposé sur une plage déserte? Il sera comme Jupiter, qui dans la dissolution du monde où se confondent en un seul chaos les dieux et la nature un moment expirante, se recueille absorbé dans ses propres pensées. Ainsi, fait en quelque façon le sage. Il se replie en soi, il se tient compagnie. Tant qu'il lui est permis de régler son sort à sa guise, il se suffit, et néanmoins prend femme. Il se suffit et devient père. Et il ne vivrait pas s'il fallait vivre seul. Ce qui le porte à l'amitié, ce n'est nullement l'intérêt, c'est un entraînement de la nature, laquelle ainsi a d'autres choses à attacher un charme à l'amitié. La solitude nous est aussi odieuse que la société de nos semblables nous est attrayante. Et comme la nature rapproche l'homme de l'homme, de même encore un instinct pressant l'invite à se chercher des amis. Mais tout attaché qu'il soit à ce qu'il s'est fait, bien qu'il les mette sur la même ligne, souvent plus haut que lui, le sage n'en restreindra pas moins sa félicité dans son cœur, et dira ce qu'a dit Stilpon, qu'Épicure malmène dans une de ses lettres. Stilpon, à la prise de sa ville natale, avait perdu ses enfants, perdu sa femme, et de l'embrasement général il s'échappait seul et heureux. Pourtant, quand Démétrius, que nombre de villes détruites avaient fait surnommer Poliorcète, lui demanda s'il avait rien perdu, « Tous mes biens, répondit-il, sont avec moi. » Voilà l'homme fort. Voilà le héros. Il a vaincu la victoire même de son ennemi. « Je n'ai rien perdu, lui dit-il. » Et il le réduit à douter de sa conquête. « Tous mes biens sont avec moi. » Justice, fermeté, prudence, et ce principe même qu'il ne compte comme bien rien de ce qui peuvent ravir les hommes. On admire certains animaux qui passent impunément au travers des feux. Combien est plus admirable l'homme qui, au milieu des glaives, des écroulements, des incendies, s'échappe sans une blessure et sans perte. Tu vois qu'il en coûte moins de vaincre toute une nation qu'un seul homme. Ce mot de Stilpon est celui du stoïcien. Lui aussi emporte ses richesses intactes à travers les villes embrasées, car il se suffit à lui-même. Il borne là sa félicité. Ne crois pas qu'il n'y ait que nous qui ayons à la bouche de fières paroles. Ce même censeur de Stilpon, Épicure, a fait entendre un mot semblable que tu peux prendre comme cadeau, bien que ce jour-ci soit soldé. Celui qui ne se trouve pas amplement riche, fût-il maître du monde, est toujours malheureux. Ou, si la chose te semble mieux énoncée d'une autre manière, car il faut s'asservir moins aux paroles qu'au sens, celui-là est misérable, qui ne se juge pas très heureux, commanda-t-il à l'univers. Vérité vulgaire, comme tu vas le voir, dictée qu'elle est par la nature, tu trouveras dans un poème comique « N'est pas heureux qui ne pense point l'être ».
Qu'importe en effet quelle situation est la tienne si elle te semble mauvaise. Quoi ? Vas-tu m'objecter ? Ce riche engraissé d'infamie, qui a tant d'esclaves mais bien plus de maîtres, pour être heureux, n'a-t-il qu'à se proclamer tel ? Je réponds qu'il s'agit non de ses dires, mais de son sentiment. Non de son sentiment d'un jour, mais de celui de tous les instants. N'ayons peur qu'un aussi rare trésor que le bonheur tombe aux mains d'un indigne. Hormis le sage, nul n'est content de ce qu'il est. Toute déraison est travaillée du dégoût d'elle-même.